Éditorial du 23 juin 2025, on parle de la présidentielle, les équilibres politiques en question. Bonsoir, monsieur le directeur de l'information, Patrick Christian Dobo, et bienvenue sur ce plateau pour le rendez-vous éditorial du Prime. Bonsoir Ramel, bonsoir à nos téléspectateurs. Vous le savez, plus qu'un devoir, c'est aussi un plaisir d'être là pour porter la voix éditoriale de Dash Media. Alors ce soir, vous nous proposez de marquer un temps d'arrêt sur ce qui aujourd'hui apparaît comme une série de secousses au sein des équilibres politiques du Cameroun. Vous ne vous imaginez pas que vous touchez en plein une situation qui aujourd'hui va peut-être être scrutée jusqu'à la présidentielle de 2025, parce qu'en effet, oui, Madame Ga, le mois d'octobre arrive à grands pas. Avec lui, l'échéance présidentielle que tout le monde attend. Et dans cette échéance-là, on peut dégager déjà des couleurs d'un rendez-vous qui, certes, sera un moment charnière pour le Cameroun, mais qui va cristalliser l'attention à l'échelle nationale et internationale. Le débat public est actuellement agité par une série d'échanges épistolaires et de déclarations qui, au-delà de leur singularité, révèlent tout de même quelques grogne, des fractures ça et là, et des tentatives de positionnement ou de repositionnement de certains acteurs politiques. Et justement, à ce propos, la question qui me vient à l'esprit est celle de savoir dans quel registre on peut classer la lettre des élites du Sud et surtout la réponse de Jacques Famdongo. Est-ce que c'est un simple coup de gueule ou alors cela pourrait être considéré comme un signal d'alarme politique? Alors, pour rester dans le prétexte peut-être de cet éditorial, un des éléments de ce prétexte, oui, il faut le dire, il y a deux événements, comme vous en avez cité un tout à l'heure, qui illustre cette espèce d'effervescence que nous avons décrit d'entrée de cette intervention. Il y a cette lettre de quelques élites de la région du Sud, adressée aux populations du Sud, avec comme des revendications, des insatisfactions, jugées communautaristes par quelques-uns. Et ensuite, cette réponse du professeur Jacques Famdongo, à cela il faudra associer tout à l'heure certainement la sortie de quelques élites du Grand Nord. Oui, cette lettre ouverte de quelques élites du Sud, emmenée par le professeur Abba Oyono, très médiatisée ces derniers temps, dénonce ce qu'ils appellent le sous-développement dans leur région, pourtant terre natale du président de la République, le pays organisateur, entre guillemets, comme disent quelques-uns. Et donc, bien plus qu'un simple coup de gueule, cette sortie de cette frange d'élite qui a choisi de faire cette lettre ouverte est quand même une missive qui met en lumière une situation de grogne de communauté, peut-être visible à travers ce qu'ils font, même si dans leurs proportions, ils sont jugés plus ou moins représentatifs, avec parfois des relents qui peuvent se retrouver ailleurs. Et donc, il est question ici de voir ce que cette frange d'élite du Sud dit et pourquoi elle se considère comme étant non bénéficiaire de ce qu'elle pense être les avantages acquis de ce que le président de la République serait ressortissant de cette région. Alors, certains y voient une tentative de manipulation politique avec des alliances de certaines formations politiques de l'opposition, des élites qui chercheraient à se repositionner, peut-être à être entendues par le président de la République, ou qui clameraient leur mécontentement de n'avoir pas eu des positions sociales, administratives ou d'élites qu'elles auraient espéré avoir. Certains voient ça comme cela, tandis que d'autres voient dans cette sortie une frustration légitime d'une frange de la population, notamment du Sud, peut-être pas la totalité, mais qui serait quand même significative au point de ne pas être un élément à négliger ou à ne pas prendre en compte. Et donc, il s'y dégage comme une espèce de paradoxe, et cela nous fait penser à Charles Ateba Yone de Regretter Mémoire, qui dans son ouvrage « Les paradoxes du pays organisateur » semblait décrire quelque peu, ou de manière assez proche, ces éléments que ces élites aujourd'hui présentent sous cette lettre ouverte. Et pourtant, disent-ils, le chef de l'État, étant originaire de ces régions, il ne devrait pas, ces élites et les populations du Sud, peiner à avoir un développement significatif. Alors, vous pouvez vous imaginer que la réponse du professeur Jacques Famdongo, en tant que figure, je vais dire, principale de la communication du parti au pouvoir, ministre d'État originaire de la région du Sud, chef traditionnel d'ailleurs de ce côté-là, on ne pouvait que s'attendre à une sortie comme celle-là qui entend recadrer
défendre l'action du gouvernement et rassurer aussi les populations. Mais bien plus qu'une simple sortie, c'est aussi une volonté de contenir ce qui pourrait apparaître comme une dissidence dans un environnement considéré par la majorité comme le socle granitique, n'est-ce pas, des victoires du président de la République, et éviter donc que cette dissidence-là ne se comporte comme une gangrène qui pourrait, à échelle un peu plus grande, mettre à mal le parti au pouvoir dans ce qui est considéré comme son fief. Et cela est aussi une illustration claire de la sociologie politique au Cameroun, où les équilibres régionaux, les allégeances sont fondamentalement cruciaux et incontournables dans la vie politique nationale. Et pas que, il y a justement dans la même dynamique les sorties des alliés du Grand Nord du parti au pouvoir. Est-ce que par ces sorties, il faudrait justement y voir des trahisons, des opportunismes ou peut-être des repositionnements stratégiques avant la présidentielle d'octobre? Alors, vous faites allusion là, pour les plus récentes, aux déclarations du ministre Issa Chiruma captées dans une conversation comme ça en vidéo amateur et aux propos qui reviendraient du parti de Bello Bouba Maïgaru, deux figures de la partie, en tout cas des trois régions du Nord Cameroun, qui sont aussi, il faut le rappeler, des alliés avec leur présence d'ailleurs dans le gouvernement en place. Ces figures-là, dans ces sorties, ont été jugées comme communautaristes, avec des sons dissonants qui, d'après ce qui leur reproche ces sorties, ne seraient pas en adéquation avec leur statut de membre du gouvernement, allié du parti au pouvoir à la veille d'une présidentielle. À la vérité, nous avons affaire là à un mélange de plusieurs facteurs, mais surtout une visible volonté de se positionner ou de se repositionner. Alors, si les acteurs disent d'un côté que nous avons affaire à des comportements communautaristes de ces deux, il faut se rappeler aussi qu'une partie, comme le Grand Nord, en tout cas les trois régions de la partie nord du Cameroun, connaît de temps en temps une espèce de mémorandum de revendication avec un mouvement comme celui de 11 millions de nordistes qui a commencé déjà à porter sur l'espace public un certain nombre de revendications particulières de ces parties du pays. Ces leaders du Grand Nord, pour quelques-uns, reconnaissent d'ailleurs publiquement une alliance ou une allégeance au président de la République, personne intuité, plus qu'avec le parti au pouvoir. Et ses caciques, ce qu'ils considèrent comme étant ses caciques. Donc, cela montre une allégeance personnelle en la personne du chef de l'État, ce qui leur donnerait une marge de manœuvre pour exprimer leur frustration ou leur mécontentement. Ils se plaignent aussi d'un accès devenu difficile au chef de l'État, qui pourtant, selon eux, serait leur interlocuteur, plus que les cadres de son parti. Ces sorties sont aussi une manière, il faut le reconnaître, peut-être de forcer, d'appeler au dialogue, de rappeler le poids politique et de redéfinir même les rapports de force à la veille de la présidentielle. En évoquant, certes, des revendications communautaires, ils cherchent sans doute à mobiliser ou remobiliser un électorat qui leur serait acquis et de se mettre en position de force. C'est une forme de réel politique, il faut le reconnaître, qui pourrait pousser le parti au pouvoir ou le président de la République à percevoir ce qu'il considère comme une force électorale, quand on sait que le parti au pouvoir s'est souvent appuyé sur ses bastions, et donc de faire en sorte que ce qu'ils ont appelé le cercle fermé, de plus en plus fermé autour du président de la République, soit un peu plus ouvert en leur égard et que les jalons d'une négociation à la veille d'une présidentielle soient posés sur la table. Très bien. Et finalement, quel impact pourrait avoir sur le poids électoral national aujourd'hui et la cohésion du parti au pouvoir qui entend probablement et forcément conserver ses acquis? Alors, s'il faut reconnaître que dans la position de ces alliés-là, dans leurs revendications, on peut, au-delà de la lecture de la sociologie politique du Cameroun, des comportements traditionnels, on peut reconnaître que les alliances sont souvent des alliances de circonstances en fonction des intérêts. On doit reconnaître que ces alliances de circonstances aujourd'hui peuvent être victimes d'une espèce de tremblement, de séisme et être remis en question dans le sens où chacun voudrait se positionner et tenir la parcelle du pouvoir qu'il croit lui échapper ou qu'il croit devoir posséder. Alors, pour le parti au pouvoir,
qui évidemment entend garder ses acquis, conserver le pouvoir, personne ne le lui reprocherait. On ne peut pas être au pouvoir et ne pas envisager le conserver. Il est clair qu'il doit tenir compte du caractère mosaïque du Cameroun. Vous avez l'équilibre politique du Cameroun qui repose, nous l'avons dit, sur ces alliages-là, sur la capacité de maintenir la cohésion des bastions régionaux. C'est une réalité de la sociopolitique du Cameroun. Le Grand Nord a souvent représenté un bassin et un bastion électoral sur lequel le parti au pouvoir s'est souvent appuyé lors de ses récentes et ses précédentes victoires. Et donc, si vous avez un allié comme l'UNDP, pour le cas de Bello Gouba Maïgari, ou le FSNC, oui, il est clair que c'est des alliés qui ont une certaine présence dans ces parties du pays. On peut leur contester cette présence comme quelques caciques du parti au pouvoir le disent, mais il est important d'intégrer tout au moins le fait qu'ils peuvent être des cailloux dans la chaussure si la dynamique et peut-être l'alliage qui a souvent permis d'avoir la résistance du parti au pouvoir n'est pas maintenu. Donc les mobilisations dans les régions de la Damawa, de l'extrême nord et du nord en dépendent. Il y a aussi que la grogne exprimée dans la région du sud, qui est la région natale du président de la République, ne devrait pas être prise à la légère, même si on peut la réduire à une frange minime, n'est-ce pas, des élites du sud. Elle a tout au moins la clarté de pouvoir dire qu'il y a des sons quand même de cloches qui peuvent être différents dans ce bastion acquis souvent au chef de l'État. Et il est donc important, parce que cela devient comme un défi pour le parti au pouvoir, n'est-ce pas, d'apaiser d'abord les tensions internes, de répondre aux revendications des alliés d'antan et des populations, et surtout de maintenir la dynamique qui pourra permettre d'aller vers une victoire en 2025. Ces tensions interviennent à quelques mois de la présidentielle. Et donc, on peut se poser de façon légitime la question de savoir si elles peuvent avoir un impact sur la capacité du parti au pouvoir à conserver son pouvoir au lendemain d'octobre 2025. Ce n'est pas à nous de le dire, nous n'en savons rien. Ouais. Nous ne faisons qu'une analyse en prenant les éléments qui sont présents. Mais il est aussi important de relever un autre aspect que ces élites, notamment du Nord, en filigrane, ont laissé transparaître. Le difficile accès au chef de l'État. Et ça devient compliqué s'ils estiment que leur principal interlocuteur est difficile d'accès. Ça peut laisser des cartes brouillées, ça peut encourager un certain nombre de mécontentements et ça peut laisser aussi exprimer publiquement des frustrations et des mécontentements comme ce qu'on a pu percevoir. Et donc voilà un peu ce qui peut nous ramener aujourd'hui à la considération de ces équilibres mis à mal, en tout cas avant cette échéance. Les quelques mois vont nous permettre de voir si les choses sont rentrées dans l'ordre, si l'opposition pourra en profiter ou si le parti au pouvoir va trouver la formule idoine pour que ces équilibres-là soient maintenus. Parce que gouverner le Cameroun, et ça il est important de le dire, c'est tenir compte de ces équilibres qui sont souvent sur le plan de nos aires socio-culturelles présentes à travers les chefferies traditionnelles, certaines familles et certains dépositaires du pouvoir dans les différentes régions. Ne pas le faire serait naïf pour quelqu'un qui veut garder la main sur le Cameroun. Très bien, l'éditorial du Prime. Merci à vous, Patrick Christian Dobo, pour cet édito. On se retrouve avec le même plaisir lundi prochain. Le même plaisir lundi, et ce sera avec le même plaisir.